Ah ben, voilà, nous avons donc fini avec nos exposés. Donc le temps est maintenant aux questions. Et je pense qu'il va y en avoir. Donc deux questions. La première, comment vivent tes fils l'expatriation depuis tant d'années? Tu avais 34 ans, si ma mémoire est bonne, comme tu étais parti pour la première fois à Pékin. Et deuxième question, c'est... nous avons donc la coopération avec la Chine. Pour moi, on ne voit pas le fruit de cette coopération. Merci. C'est vrai que la première expatriation en Chine, c'était en 96 et Baptiste avait 8 mois. Et ensuite, nous avons fait le choix de le mettre à l'école chinoise. Quand nous avons été transférés à Shanghai en 99. Donc nous étions deux couples de Français. Et nous avons été voir une école chinoise et nous avons été les premiers, à tel point qu'on a un petit CD-ROM très mignon où les deux enfants ont 4 ans et sont filmés à l'école chinoise. Et eux, ils déclarent que leur pays, c'est la Chine et qu'ils ont des super amis et que c'est génial. Donc, c'est un vrai enjeu et je dois dire qu'après l'exemple de Baptiste et Lucie, moi, tous les gens qui venaient me voir, je disais, mais prenez exemple sur eux. C'est vrai que c'est difficile, hein, parce qu'ils apprenaient le chinois comme les petits Chinois. Plus, on leur demandait de faire le cursus français en plus. Donc, plus l'anglais, parce que toutes les écoles d'élite chinoises, les enfants sortent bilingues à 10 ans. Hein, donc, c'est vrai que le problème des langues est absolument dingue. Et les mathématiques, ils ont des concours de calcul mental. C'est pas de faire 100 opérations justes, c'est en quel temps tu le fais. Le premier, c'est celui qui met le moins de temps. Donc, d'un autre côté, ça forge. Il y a aussi le rapport maître-élève. Là, on a copié le processus. Donc, Emmanuel, le dernier, qui est né à Shanghai en 2002, il sort de l'école chinoise, là, et on l'a mis à l'école française, et il est effrayé de la manière dont ses petits copains parlent au professeur. Et il est tétanisé, hein. Donc, moi, je trouve que c'est une belle expérience. En revanche, il y a un moment où il faut sortir du système, parce que cette forme de pensée unique, les professeurs chinois corrigent maintenant ses dissertations en chinois, en corrigeant même ce que peut-être son père a dit pendant les vacances. Donc, si c'est pas juste et politiquement correct, on corrige tout. Donc, à un moment, il faut quand même sortir les enfants de ce système. Donc, on peut imaginer comment nos amis chinois vivent tout cela. Sur l'autre sujet, alors ça veut dire que à Shanghai, ce qui est formidable, c'est que il y a une proviseure excellente qui a créé le bac bilingue franco-chinois. Et Baptiste, qui est arrivé en Chine à 8 mois, maintenant 17 ans, et passe le bac bilingue là, en chinois. Donc c'est vrai que ça donne des opportunités. Et là, il a envoyé ses CV aux universités du monde. Et son profil est bien sûr cette hyper bourgeoisie mondiale. On est en pleine reproduction. Mais on a fait un peu exprès. Voilà. Sur la coopération, je crois que Christina, c'est très clair. Quand les Chinois sont intéressés parce que c'est leur intérêt, ils payeront tout, ils feront tout. Là, on peut imaginer que la coopération est du domaine public avec des gens qui sont fonctionnaires et qui donc peut-être n'ont pas encore compris l'intérêt qu'ils ont à venir se former ou prendre les bonnes expertises enfants. Je pense que les choses vont évoluer parce que le système de la santé est une réforme majeure en Chine. Alors pour l'instant, je te dis, ça vient trop, c'est toute une trop politique de top-down. Donc les mecs viennent en France un peu contraints forcés. Ce qu'il faudrait, c'est que il faut voir aussi comment cette formation après est valorisée dans leur propre institution. Ou aller peut-être, c'est ce que je disais, que le GRAF vienne faire un séminaire à Shanghai et qu'on aille rencontrer peut-être, non pas ceux qui sont formés en France, mais peut-être le niveau au-dessus pour bien comprendre quels sont les enjeux. Oui, c'est pour Madame Fernandez. Il est ouvert. Je parle dans le micro. Oui, d'accord, je vais essayer de ne pas le manger. Non. Alors, est-ce que la réussite économique n'est pas inversement... évolue pas de façon inverse par rapport à la protection sociale en Chine, d'une part. Enfin, c'est très simpliste, ce que je vous dis. Deuxièmement, sur les congrès scientifiques, j'ai eu l'occasion de rencontrer des médecins, des chirurgiens chinois
qui gagnaient 400 $ par mois public et qui désiraient, alors on parlait des Français à l'étranger, notamment au Brésil, là c'était plutôt l'inverse, c'était un fort désir de travailler en Occident. Et pour notre amie brésilienne, c'est vrai qu'on complimente peu dans les entreprises françaises, mais on vire peu aussi. Voilà. Peut-être pas en ce moment, c'est peut-être pas la meilleure période. C'est vrai que la Chine a vécu les 30 glorieuses. Là. Si on peut faire une critique pour ce gouvernement, c'est de dire, je pense qu'ils auraient dû mettre en place un système de sécurité sociale généralisé dès les années 2000. Ils ne l'ont pas fait. Il faut dire qu'ils avaient aussi d'autres enjeux. Il y a toujours le problème de financement de la protection sociale. Donc, en fait, il y a eu des initiatives municipales. Shanghai a un système de protection sociale très performant, c'est-à-dire que les cotisations sociales, le montant des cotisations sociales est le même qu'en France. Hein. Là, l'enjeu, c'est comment couvrir la population rurale, qui maintenant est un peu moins de la moitié de la population. Mais c'est vrai que l'accès aux soins est très difficile. Une population vieillissante, puisque la Chine devient vieille avant d'être vraiment riche. Je dois dire que pour nos amis chinois qui n'ont pas des postes très élevés ni une éducation qui leur permette d'avoir de très bons salaires, c'est une obsession, la santé. Alors, bien sûr qu'ils ont le Qigong et ils font de la prévention, mais une hospitalisation peut mettre le budget d'une famille en péril. Et surtout qu'ils vont assumer à terme, l'enfant unique va assumer 6 personnes, 6 inactifs. Donc ça, c'est un vrai souci. Donc là, généralisation. Alors c'est vrai que pour l'instant, les taux de remboursement sont quand même très faibles. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une réforme du financement des hôpitaux. Pour l'instant, 80% du financement des hôpitaux est généré par le prix des médicaments importés. C'est-à-dire, ça vous le savez aussi, hein. Donc, c'est pas quelque chose qui est raisonnable. Et dans certains hôpitaux, le malade, s'il n'a pas la famille qui va tous les jours acheter les médicaments dont le patient a besoin, la personne n'est pas soignée. Et des expatriés, y compris, travaillant dans des grosses sociétés internationales. Donc, on est dans un système qui a beaucoup à faire. La coopération avec Shanghai est quand même très ancienne, avec l'hôpital Regine. Une très belle coopération. Le ministre de la Santé est francophone. Et je dois dire que il y a beaucoup d'instituts de formation, des écoles de commerce qui forment les directeurs d'hôpitaux au management, puisqu'ils vont avoir les mêmes enjeux que nous. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi tout un système de formation des médecins. Et pour monter en grade et avoir les bons postes, ils leur imposent d'apprendre le français. Donc voilà, on est dans un système quand même qui va être très ouvert, qui va subir des bouleversements majeurs. Et en termes d'équipement, on est sur des sommes énormes, sans parler aussi du développement des cliniques privées, puisque les riches chinois veulent avoir un accès aux soins, ils sont prêts à mettre une fortune, hein, au lieu de s'acheter la 10e Ferrari. Et moi, je pense que l'enjeu, le secteur de la santé, pour nous, est devenu prioritaire. On essaie de le mettre. Il y aura une visite présidentielle. Hollande va venir en Chine fin avril. Et on a des secteurs stratégiques que sont l'aéronautique, le nucléaire, l'environnement, les services financiers, l'agroalimentaire. Mais on essaie de faire en sorte que le secteur de la santé soit vraiment un partenariat stratégique franco-chinois. Et il y aura surtout tous les services à la personne, puisque là, les enjeux des maisons de retraite et toute l'ingénierie des services qui y sont liés sont un enjeu majeur pour nos amis chinois. Donc, moi, toutes vos propositions sont bonnes à prendre, parce que nous, avec UbiFrance, on peut créer un colloque, on peut créer des événements, on peut faire venir les boîtes intéressées et faire en sorte que vous ayez les bons correspondants en face. J'ai été en poste dans le Pas-de-Calais, où la tradition minière était forte, avec le paternalisme, l'école de la mine, la police de la mine, le régime de santé de la mine, etc.
Et il n'y a pas très longtemps, il y a bientôt 2 ans, avec le GRAPH, nous étions au Québec et on a eu une communication du management de GE qui montrait leur système un petit peu. Et je me demandais si, au fond, on n'était pas dans une sorte de roue et si on n'était pas en train de redevenir, de recréer le système minier à l'échelon international avec cette sorte de famille, avec le manager ubiquitaire qui est 24 heures sur 24 connecté avec son entreprise, qui est aussi protégé, au fond, quelque part, avec toutes les assurances, les cartes de crédit et tout ce qu'il faut. Est-ce que au fond, les élites demain mondialisées, c'est pas de revenir au fond à un système qu'on a connu et qui, est-ce que c'est pas un éternel recommencement, quoi? Je pense que si on y revient, ce sera un échec. Je pense que le retour vers un mode paternaliste ne fonctionnera pas dans un environnement mondialisé. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion, parce qu'on a besoin d'un niveau d'échange et de transversalité qui est beaucoup plus important que ce qu'il peut être dans une organisation hiérarchique. Alors GE est une société, pour la connaître un peu, qui est une société avec une culture très très forte et quasi militaire dans sa façon d'être. Donc effectivement, c'est pas la culture de la société pour laquelle je travaille, qui est beaucoup plus ouverte. Nous, on a un programme qui s'appelle Diversité et Inclusion, qui effectivement a pour objectif de s'assurer que on a tous les niveaux d'échange et de mixité. Et on travaille dans une structure, on est en train d'essayer de trouver le nom de notre façon de travailler, parce qu'on n'est pas hiérarchique, on n'est pas matriciel, on a tendance à se définir comme étant un peu cellulaire. C'est-à-dire, c'est des groupes de gens qui se rassemblent quand ils ont des intérêts communs ou quand il y a des projets sur lesquels ils travaillent ensemble et qui après ne peuvent ne plus se voir pendant un certain temps. Et donc c'est pas cette culture, c'est pas ce que vous décrivez. Et personnellement, j'espère qu'on ne va pas revenir sur ce mode-là. En revanche, effectivement, les Chinois sont très intéressés parce que les entreprises du Nord sont des sociétés familiales qui ont investi en Chine en perdant énormément d'argent dans un premier temps. Et vision de long terme, pas de pression des actionnaires. Et là, elles réussissent très très bien. Donc vous avez des Chinois qui viennent regarder comment ce système fonctionne. Et je dois dire que certaines très belles réussites privées d'entreprises chinoises est complètement calquées sur ce modèle. Oui, bon, ça arrive, la même chose que Isabelle a décrit pour les entreprises chinoises. C'est aussi, on a beaucoup de paternalisme, c'est un trait très marqué dans les entreprises brésiliennes. Mais j'étais en train de réfléchir depuis l'exposé de Philippe à propos de cette histoire de Racine et aussi par rapport à ce que Christina parlait de son expérience. Ça m'arrive souvent aussi de m'exprimer en portugais ou en anglais avec mes interlocuteurs, sans me rendre compte. Il y a 2 témoignages qui me sont venus à l'esprit que j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Le premier, c'était un Indien qui a dit qu'il avait adopté le mode de vie de l'arbre, c'est-à-dire rester debout, ne pas oublier ses racines et boire beaucoup de l'eau. Rester debout quoi qu'il arrive. Et j'ai aussi un ami rwandais qui est en France depuis 20 ans. Et un jour, je lui ai posé la question, parce que vous savez ce qui s'est passé au Rwanda avec le génocide, tout ça. Je lui ai dit, est-ce que tu te sens français au bout de 20 ans? Et il m'a dit, dans mon pays, il y a un dicton qui dit un tronc d'arbre peut passer 20 ans sous l'eau, il ne devient pas pour autant crocodile. Donc, j'ai trouvé que c'était, même par rapport à mon expérience, des fois, je me retrouve davantage brésilienne en France qu'au Brésil. Donc, c'est peut-être cette situation d'être ailleurs nous permet aussi de pouvoir nous exprimer en tant qu'on pourrait être et vivre sa culture. Et la vivre d'une façon peut-être plus personnelle. Je ne sais pas si avec une Polonaise, rester de 20 ans sous l'eau, ça va marcher. Devenir crocodile. Mais là, Christina, de mon expérience et de celle de mon mari aussi, qui a fait sa thèse justement sur l'expérience d'Occidentaux en Asie,
et la manière dont, vraiment, les voyageurs impliqués qui ont vraiment envie de comprendre la culture, cette altérité radicale, en fait, comment trouver les points communs pour rentrer en contact avec l'autre, qui est a priori, justement, très étranger, ouais, voilà. Eh bien, je crois que c'est un peu le paradoxe, c'est lorsque on est sûr de ses valeurs et très fort culturellement, on peut vraiment rentrer en relation. Alors que si on est dans un flou artistique, c'est pour ça que moi je ne crois absolument pas à ces élites mondialisées, les CSG, alors je crois que ça va être l'échec total. Si j'étais directeur d'entreprise, je n'embaucherais pas ces gens-là. Il faut incarner ces valeurs. Le Chinois vous respecte que si justement vous êtes sûr d'être bien, d'avoir les deux pieds sur terre et d'être complètement axé par rapport à ce que vous représentez. De vos expériences dans l'international, est-ce qu'il y a une nation qui est plus apte que les autres, d'après vous, à être plus soluble que les autres dans la mondialisation? En deux mots, est-ce que les pays latins sont en handicap par rapport aux pays anglo-saxons, ou est-ce que les pays scandinaves ou les pays de l'Est ont plus d'atouts? Aujourd'hui, quel est, d'après vous, ceux qui sont le plus facilement solubles dans la mondialisation? La deuxième question, c'est plus Amérique latine. On a beaucoup parlé de la Chine. On n'entend pas beaucoup parler du Brésil, développement des pays d'Amérique latine. Comment vous envisagez cette perspective? Est-ce que vous pouvez nous donner un regard sur cet aspect-là, en se posant quand même aussi la question que l'avantage d'Amérique latine, c'est qu'on a quand même une langue commune, même si le Brésil est portugais, qui est l'espagnol quand même, et qui est un élément fédérateur. Moi, je vous répondrais probablement c'est les Belges qui est le plus soluble, mais je ne suis pas objectif. 17% de population active des sujets de la reine d'Angleterre travaillent à l'étranger. 17%. Les Anglais à l'étranger. Pour les autres, je ne connais pas de statistiques. Et beaucoup en Union européenne. Donc, s'ils veulent sortir de l'Union européenne, ils vont avoir un grand chômage. L'Asie du Sud-Est, là aussi, c'est une force. La Chine n'aurait pas pu devenir ce qu'elle est avec un système communiste sans la diaspora. Mais le Chinois est-il soluble? Parce que le Chinois, il vit plutôt entre eux plutôt. On a vu les Chinois en Algérie. Les Chinois ont développé la création d'hôpitaux. Pardon. Les Chinois, la paix de Marseille avait des relations très fortes, ce qui est normal naturellement, avec sa ville sœur qui est Alger. Et les Algériens, après avoir essayé les Français comme pour construire des hôpitaux, ont fait des appels d'offres et ont trouvé que les Chinois présentaient des prix. Voilà. Alors la paix de Marseille a pu constater que les techniques de construction étaient certes rapides, mais que, pour parler concrètement, l'hôpital d'Oran ne fonctionne pas depuis son ouverture, pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait aucun savoir-faire. En deux mots, pour faire rire les médecins, sourire les médecins, il y avait une pente inclinée de 12 degrés entre les réa et les blocs. Il y avait aucune... Et aujourd'hui, les Algériens nous disent aux Français, écoutez, venez nous aider un peu, on ne sait pas quoi faire. Et la deuxième critique qu'ils apportaient, c'est que les Chinois arrivaient à vendre aux Algériens des produits chinois après avoir travaillé. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas solubles. Ils colonisaient l'Algérie sur cette base-là. Après, vous connaissez comme moi, parce que vous l'avez lu, l'importance de l'investissement chinois en Afrique pour les matières premières. Comment vous analysez tout ça? Parce que la remarque est tout à fait pertinente. Les Chinois ne veulent pas être solubles. Les Chinois veulent imposer leur modèle, non? C'est pas imposé. Dans l'histoire, en fait, les jésuites, quand ils sont arrivés en Chine, c'est vrai qu'il y a une capacité d'absorption à la sinisation de la culture pour les gens qui vont, soi-disant, coloniser la Chine. Donc ça, c'est déjà une très grande force du fait de son immensité, de ce peuple continent. La Chine, elle n'a qu'un intérêt, c'est survivre dans la durée. Et donc, elle a une notion que nous avons malheureusement perdue, l'intérêt vital. Donc, elle ne veut pas dépendre des étrangers. Donc, la chasse aux matières premières, c'est pas qu'en Afrique, c'est en Australie, c'est dans le Golfe, c'est partout.
Donc là, elle y met le paquet. Elle a même quelques problèmes. Quelquefois au Canada, on ne lui laisse pas racheter. Aux États-Unis non plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Et donc ce gouvernement, qui n'est effectivement pas démocratique et très critiquable sur certains aspects, il veut assurer la continuité de la Chine, comme on dirait à la messe, pour les siècles des siècles. Voilà. C'est un sujet très complexe, soluble, pas soluble. Là, en France, il y a une réaction... Enfin, c'est un des aspects que je n'ai pas traité, mais l'image de la Chine est très mauvaise en France. Nous, on fait venir des entreprises. Quelquefois, quand ils arrivent en Chine, elles croient encore que tout le monde est à bicyclette avec des cols Mao. Stéréotype majeur. Moi, j'ai fait une communication sur tordre le cou aux idées reçues. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Péril jaune, nos amis de la presse... c'est un comment on peut dire, c'est un bouc émissaire facile. Hein, c'est la faute des Chinois, c'est toujours la faute des Chinois. Très bien. En plus, on confond le système politique avec effectivement les Chinois parce qu'il y a une diversité culturelle absolument dingue. Et nos amis chinois, que nous connaissons parce que nous avons énormément d'amis chinois, ont une conscience politique qui est très aiguisée, avec beaucoup d'humour, etc. Alors c'est vrai que là, quand on envoie des contingents de Chinois construire des routes, des autoroutes, des hôpitaux qui ne fonctionneront pas, ils sont très imprégnés aussi de leur culture, ne serait-ce que d'un point de vue alimentaire. Si vous recevez des Chinois dans un hôtel comme ça, si vous n'avez pas la kai shui avec, c'est pas possible. Il y a des choses qu'il faut savoir respecter. Ensuite, l'eau chaude. Il faut toujours avoir une kettle, une bouilloire. Et à la fin, c'est vrai qu'elle manque. Mais c'est pour l'année prochaine. Voilà. Mais maté? Non, de l'eau, carrément. L'eau chaude. L'eau chaude, tout simplement. Oui, pas du thé. Non, l'eau chaude tout court. Tout chaud, tout simple. Voilà. Oui. Non mais. Mais on les voit à l'école, hein. Ils ont la petite thermos, ils rentrent en cours avec leur lot. Hein. Isabelle, un autre stéréotype, on nous dit souvent que les Chinois sont un excellent copieur, mais ils sont faibles dans l'innovation. Est-ce vrai ou pas? Tu as vu mon slide sur l'innovation et le nombre de brevets, il dépasse les États-Unis. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des innovations qui sont faites au sein de structures chinoises, mais qui sont faites en joint venture avec nos amis chinois. On a rencontré récemment pour justement nos équipementiers automobiles les general managers de JM et de Volkswagen. C'est vrai qu'ils sont... De toute façon, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas investir en Chine sans être en joint venture avec des sociétés chinoises. Donc l'innovation se fait à deux. C'est ça le win-win game dont je parlais. Alors c'est vrai que dans certains secteurs, la question de la propriété intellectuelle est un meilleur argument pour ne pas venir. Notamment dans les biotech. C'est vraiment très, très difficile à convaincre les sociétés de venir voir. Il y a des moyens de se protéger. Bon, là, ça tombe bien, ça vous concerne, mais l'Institut Pasteur, justement, certainement pendant la visite présidentielle, va annoncer qu'il fait un cluster pour les PME des biotech en Chine, avec une garantie de protection beaucoup plus élevée, puisqu'il est en coopération avec la casque. Donc, il y a des choses qui sont très positives. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont signé tous les accords internationaux maintenant concernant le respect de la propriété intellectuelle et que 98,9% des contentieux se font entre Chinois. Donc, ils se copient aussi énormément entre eux. Il y a une sorte de tradition, il faut copier le maître pour pouvoir le dépasser. Donc, c'est vrai que... c'est pas du tout pour légitimer, mais il y a des manières de se protéger. Des sociétés comme Safran qui font énormément de choses en Chine, tous les centres R&D arrivent à déposer des brevets en Chine, à innover avec des collaborateurs chinois, et les choses ne sortent pas chez le concurrent d'en face. Il y a vraiment une méthode. On a beaucoup amélioré. Alors, c'est vrai qu'on fait venir aussi... on a 54% du marché du vin importé, on est très fiers. Eh bien, nous prévenons les entreprises qui viennent sur nos salons, déposez votre marque, déposez votre bouteille. Ils ne le font pas, et après, nos amis chinois sont très malins.
il dépose votre marque, votre nom, votre site internet, et après ils viennent vers vous en disant maintenant c'est 100 000 $ pour racheter votre propre marque. Mais c'est connu, archi connu, archi connu. Voilà. Je voulais revenir sur le point qui ont été mis en exergue, donc notamment parler d'abord de cette, on va dire, cette qualité de latin qui peut, par exemple, nous rapprocher, l'Amérique latine, la France, le pays de l'Europe méridionale. Ce qui m'est venu à l'esprit notamment, c'est que une de plus grandes différences entre ce qu'on appelle le latin et les anglo-saxons, c'est la gestion du temps. Isabelle a parlé de la gestion du temps circulaire. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les travaux d'un anthropologue qui s'appelle Edward Hawke dans les années 50. A donc pu identifier 2 tendances de gestion du temps. Et si on regarde les pays latins, les pays arabes aussi à l'occurrence, mais la France, le Brésil, l'Espagne, le Portugal ont tendance à avoir cette gestion qu'on appelle polychrone. C'est-à-dire que le temps, on n'est plus fixé sur le processus que sur le résultat. On croit que le temps est en dehors de notre portée, le temps est élastique. On peut s'organiser, faire plusieurs choses à la fois. Certaines situations comme ça qui, en revanche, dans les pays monochrones, qui pourraient donc être caractérisés par les pays anglo-saxons et les scandinaves, on va faire une chose à la fois, on va être plus result-oriented, on va être plus attentif aux deadlines, et on va suivre le plan qui a été établi d'avance. Et si on regarde bien, nos modèles de management, ils nous viennent quand même de ces sources-là, des modèles anglo-saxons. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir une certaine dévalorisation de nos modèles à nous. Je pense que c'est important de pouvoir se décomplexer de ça, c'est-à-dire on a nos spécificités culturelles à nous. Cela aussi peut être une force et on doit pouvoir trouver les moyens de mettre en valeur les avantages, par exemple, de cette différence-là, qui est la gestion du temps, qui est fait différemment. D'accord, on va avoir des difficultés de respecter des deadlines, mais on va être plus attentif au processus de développement et au rapport entre les personnes et au développement des compétences. Donc, ce qui fait aussi qu'on peut avoir un travail, une réflexion sur l'apprentissage du processus. Que peut-être on va perdre quand on est très axé sur le résultat. On peut avoir une flexibilité plus grande aussi pour s'adapter à quelque chose qui ne marche pas. Alors que ceux qui sont très monochrones à l'extrême, notamment on parle d'une manière caricaturale des Allemands, gèrent très mal la crise. Parce que dès que la chose sort un peu de ce qui a été planifié, c'est la crise. C'est-à-dire comment... D'ailleurs, ça m'a fait penser à l'époque où j'habitais à Strasbourg. Vous savez, il y a un vol Rio-Francfort. Et ensuite, il y a un car que Lufthansa, à l'époque, mettait en place. Donc, 3 heures de route entre Francfort et Strasbourg. Or, c'était la fin des vacances. C'était le mois d'août. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont mal calculé le nombre de personnes rentrant. Il se trouve qu'on s'est retrouvé à l'aéroport de Francfort. Il n'y avait pas assez de cars pour amener tout le monde à Strasbourg. Je me souviens, les Allemands étaient comme des cafards fous qui n'arrêtaient pas de répéter comment est-ce possible, qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible, comment est-ce que ça a pu se passer, mais une incapacité de gérer la situation et de trouver des solutions tout de suite à cette situation de crise. Parce que comment est-ce possible que quelqu'un n'ait pas pu anticiper qu'il n'aurait pas pu y de car? Alors, normalement, de se retrouver dans une situation comme ça, que pour eux, ils n'arrivaient pas à trouver les moyens de sortir de ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que les latins, le système D, la débrouillardise, et au Brésil, on parle de jeitinho, ça, c'est un grand avantage qu'on a, par rapport à ces pays-là. Donc, je pense qu'il faut décomplexer, il faut aussi renforcer ces relations. Quelque chose qui est très important, que je pense pour la France, pour les autres pays
Vous savez, là, le Brésil, 6e économie mondiale, on est juste derrière la France en ce moment. Hein. La France est 5e. Je crois qu'il faut être attentif aux relations bilatérales qui se tissent dans ces pays, entre ces pays émergents. Vous voyez, la Chine, je pense qu'en France, on n'est pas assez attentif à ces rapports-là. Oui, énormément. Par exemple, la France, le Brésil, la Chine est devenue le principal partenaire du Brésil aujourd'hui. Donc, il a dépassé tous les autres pays. Et on a eu en 2010 plus de 7 milliards d'euros de comment on appelle ça, balance trade, hein, d'échange. Oui, exactement. Ça passe par le monnaie local. Donc, c'est-à-dire qu'avant, le Brésilien, que ce soit le Brésilien ou le Chinois, pour qu'on aille rencontrer cette autre culture, il fallait qu'on passe par le centre de pouvoir, c'est-à-dire par l'Europe et les États-Unis. Donc, le regard qu'on avait, nous, de Chine, c'est comme s'il fallait demander permission à ces pays-là pour pouvoir avoir cette relation. Alors, et c'était une espèce de triangle. Hein, il fallait que ça passe par les centres, l'Europe et les États-Unis, pour ensuite aller en Chine. Alors que là, les choses se font directement. Hein, et c'est très intéressant. Je voudrais vous donner quelques chiffres. La Chine commence à investir sérieusement au Brésil en termes d'investissement direct étranger, parce qu'on avait beaucoup de balance commerciale très forte, mais là, les FDI commencent à arriver. Et donc, par exemple, dans la région où j'habite, on a eu un investissement d'une taïwanaise Foxconn. Vous savez, c'est l'entreprise qui fait les écrans touchables pour Apple, pour iMac, le iPhone. Donc, ils se sont installés avec un investissement de 20 millions d'euros à côté de la région où j'habite. Mais on a un phénomène au Brésil avec les multinationales chinoises. Il y a un turnover de 78% plus élevé que les autres multinationales. C'est-à-dire que les Brésiliens ne restent pas dans les multinationales françaises. Hein. Donc, chinoise, pardon. et au fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, je pense pour eux, que ce soit au Brésil, que ce soit en Afrique, j'ai l'impression que même s'ils sont très forts pour l'apprentissage, ils n'ont pas appris les leçons que l'Europe et les États-Unis, depuis 3 décennies, ont de ces implantations à l'étranger. Ils auraient pu regarder cette historique des multinationales européennes, même japonaises, pour ne pas s'éloigner beaucoup de l'Asie américaine, pour ne pas être aussi ethnocentriques quand ils arrivent quelque part. Hein. Donc, mais je pense qu'ils vont très vite se rattraper. Sinon, pour parler un peu du Brésil, d'accord, c'est la 6e puissance mondiale aujourd'hui. J'ai quitté mon pays pour vivre en France en 98. J'y ai été jusqu'à 2010. En 2010, j'ai retourné au Brésil après 13 ans. J'ai pu remarquer un changement profond dans la mentalité des Brésiliens. Les Brésiliens aujourd'hui sont très fiers de leur pays, quelque chose qu'on ne connaissait pas en 98. Cette arrogance qu'on reproche aux Français, on pourrait même leur reprocher ça. Hein. Ça devient même très arrogant, surtout cette nouvelle classe C, de nouveaux riches qui émergent, qui ne sont pas forcément des personnes très cultivées ou très connaissantes du monde actuel. La chose est que, contrairement aux Chinois et aux chiffres qu'Isabelle nous a apportés, le Brésil, malheureusement, a des points faibles, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'investissement en éducation. Et nos produits d'exportation restent quand même des produits de matières premières. Hein, j'ai lu aujourd'hui dans les Échos que le Brésil va encore être le premier exportateur de soja avec plus de 85 000 tonnes. Enfin, ça va dépasser les États-Unis largement. Le minerai de fer, hein, dont la Chine est très gourmande pour la production de l'acier.
mais ce sont un premier producteur du café, de jus d'orange, de viande de bœuf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si on a des coopérations pour construire des satellites spatiaux avec les Chinois, qu'on a des accords de coopération avec des ingénieurs brésiliens, chinois, brésiliens, indiens, notamment aussi dans les technologies, les investissements en éducation, et on peut revenir sur un graphique qu'Isabelle nous a montré, restent très faibles. Donc, les Brésiliens, par contre, ont un bonus démographique. C'est-à-dire que la Chine, il faut qu'elle s'inquiète de sa population vieillissante. Le Brésil, elle a quand même 20 ans pour que sa pyramide, vous savez, la pyramide là, des âges. Donc, pourquoi on dit que c'est le Brésil time? Parce que c'est le moment pour le Brésil de jeter le jalon et de vraiment investir dans des investissements à long terme pour que cette croissance, cet essor économique soit durable. Et on a des défis à relever, notamment la corruption, quoi. On a un problème de corruption très, très grand. Hein. J'ai des chiffres de la Banque mondiale de 2011 qui classent en pouvoir d'achat les États-Unis en première place en 2011, la Chine en second, le Brésil en 7 et la France en 8. Voilà. Et en 2030, il prévoit la Chine en premier, le Brésil en 6e, la France 10e. Et en 2050, la Chine première, Brésil 4e. Et la France qui descend, non, qui garde toujours sa place. C'est juste pour compléter, il y a 183 millions de Brésiliens aujourd'hui, dont 42 millions sortis de la pauvreté les dernières années, la dernière décennie. Donc cela représente quand même une augmentation du pouvoir d'achat énorme. Donc le pays, effectivement, est en train c'est le contraire, hein, on va à l'optimisme partout. C'est le contraire de ce qui se passe en Europe en ce moment. Les gens sont très optimistes, on va pouvoir plus acheter, etc. Mais effectivement, à la condition qu'on mette en place de réformes profondes. Bonjour. J'aurais voulu savoir, en fait, si vous aviez des recommandations pour nos grandes écoles, pour nos universités, quels conseils, en fait, pour faire des élites de demain, des élites plus solubles dans la mondialisation, des élites plus mondialisées? Déjà que ces écoles s'internationalisent elles-mêmes. Hein. Et surtout, justement, le problème de la communication, je ne citerai personne, mais moi je vois comment nos universités, nos grandes écoles sont perçues. C'est pas juste. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on communique mal aussi. On communique très mal. Mais en France, c'est pareil. Les sociétés viennent, elles veulent exporter, elles veulent investir. Mais alors, la communication, le marketing, ça n'existe pas. Nos amis allemands, mais c'est des millions de dollars qu'ils investissent. Le Chinois n'a pas de culture de l'automobile. Il n'a pas eu le grand-père, tout ça. L'acheteur a 24 ans. Mais c'est que le marketing. Donc, il faut aussi marketer nos institutions. Et ça, enfin... Donc, bon, moi, les autres écoles, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, à l'école où je travaille, qui est M Lyon, qui est aujourd'hui la 4e école de commerce en France, moi, dès mon arrivée, on m'a confié ce projet justement de mettre en place cette sensibilisation culturelle de nos étudiants dès qu'ils arrivent, en train de développer justement cet coefficient d'intelligence culturelle dont on parlait tout à l'heure. Donc, vraiment, ils partent après des premières 6 mois. Ils partent à l'étranger dans une première expérience internationale. Et là, cette mission, elle est complètement structurée. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent, par exemple, qu'ils écrivent une lettre à un ami où ils racontent ce qui se passe. Il faut qu'ils réfléchissent sur de différents modes de fonctionnement, hein, là où ils sont, évidemment à leur niveau, hein, parce qu'ils sont très jeunes. Et ensuite, on va mesurer ce coefficient-là au moment du départ et au moment où ils rentrent. Et donc, tout au long du cursus, hein, pour que ça devienne quelque chose de par défaut. Hein. Et une autre chose que j'ai souhaité dire, alors ça m'est échappé, bon, ça reviendra peut-être. Oui. Oui, je voulais vous demander, vous avez
tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que quand vous étiez, vous ne savez plus si vous étiez en France, aux États-Unis, en Belgique, etc. Par contre, vous avez évoqué tout à l'heure la Chine en parlant de la diaspora chinoise, de l'identité chinoise. Vous avez parlé d'identité brésilienne. Et il faudrait demander du coup aux Belges, et puis qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui se passe entre la Flandre et la Wallonie, dans un contexte d'eux. On pourrait parler d'Italie du Nord et d'Italie du Sud, on pourrait parler d'Espagne et de ces différentes régions, on pourrait parler de tout un tas de choses. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour de l'identité ou des racines, enfin, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui ne serait pas perçu ou qui ne serait pas vécu de la même façon dans des anciens pays européens et peut-être dans des pays émergents? Et est-ce qu'il y a ce problème éventuellement en Chine entre les différentes régions ou au Brésil entre les différents États? Quand vous parlez de pays émergents, vous parlez de la Belgique ou bien vous parlez d'anciens pays européens? La Belgique est un pays jeune malgré tout, est un pays qui s'est créé seulement en 1830. Alors le conflit flamand-wallon, il est pour moi d'une bêtise absolue. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire de ridicule dans un petit espace pour se quereller sur des choses qui sont complètement réelles. Ce sont des rancœurs historiques qui sont, quand vous les regardez d'une perspective un peu plus haute, quand vous êtes en Belgique, que vous regardez ça, effectivement, vous voyez dire, bah oui, effectivement, ça ne va pas. Mais quand vous prenez un peu de hauteur, vous vous rendez compte en fait que c'est c'est une guerre de village. C'est un peu la guerre des boutons refaite à la dimension d'un pays, avec des conséquences malheureusement un peu plus complexes. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, nous avons 3 collègues belges. Les conseillers commerciaux, donc c'est un surcoût énorme. Non, la mère... Sur la Chine, je crois que c'est vraiment c'est assez fascinant de penser qu'il y a plus de 600 dialectes en Chine, il y a plus de 60 minorités. Et puis quand on voit le relief de la Chine, les traditions culinaires, enfin, le climat, enfin, on pourrait dire que ce pays pourrait éclater comme Carrère d'Ancos l'avait écrit sur l'URSS. Et en fait, le ciment de la culture chinoise, c'est l'écriture chinoise. Cette écriture qui n'a pratiquement pas évolué. Mao l'a simplifiée pour des raisons un petit peu démocratiques pour que plus puissent l'apprendre. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait, l'écriture est commune, mais ne se prononce pas de la même manière. Mais à la limite, si je fais le sigle, le caractère gène, le chinois va le prononcer gène, mais moi je vais l'appeler homme, et puis vous allez le dire en portugais. C'est pour ça que Leibniz disait c'est une langue qui peut devenir universelle. Mais derrière, il y a quand même toute la philosophie chinoise et toute la cosmogonie du monde. Et c'est ça le ferment chinois. C'est la langue chinoise. En ce qui concerne le Brésil, c'est un pays aussi également comme la Chine très diversifié en termes de régions. On n'a pas la même gestion du temps, que ce soit au nord ou au sud. J'ai pu remarquer ces 2 dernières années où j'étais à la Fondation Dom Cabral, qui est partenaire d'INSEAD au Brésil et qui travaille exclusivement avec la formation continue, qu'on avait énormément de demandes de séminaires pour des cadres brésiliens sur l'identité brésilienne. On parle de brasilidade. Voilà, donc c'est avec cette haute estime qui monte au Brésil, le Brésilien veut se découvrir, il ne veut plus être cet adolescent qui a peur, qui veut demander des permissions, il veut prendre sa maturité et s'assumer en tant que tel pour le monde. Alors, ça me fait penser aussi à un livre qui a été écrit par un psychanalyste italien qui habite au Brésil, qui s'appelle Gontardo Caligaris. Il a dit que, et analysant le Brésil comme si c'était une personne sur le divan, il disait à l'époque, c'est un livre de 1990, que le problème de Brésiliens, c'est qu'on cherchait toujours nos pères. Parce que contrairement à ce qui s'est passé à la colonisation aux États-Unis, les colons qui sont partis d'Angleterre pour s'installer aux États-Unis et même au Canada, même les Français qui sont partis au Canada, c'était des gens qui laissaient derrière eux un vieux monde pour aller vers quelque chose de nouveau, et ils y sont restés. Tandis que nos pays latino-américains, les Portugais et les Espagnols qui sont partis là-bas, c'était pas du tout avec cette envie. Déjà, c'était des hommes, on partait pas en couple.
Voilà, mais même il y avait des histoires de former des couples avant le départ, je pense quand même, hein, parce qu'on déportait les prostituées, les malfaiteurs, etc. Mais il avait ce souci de coloniser la nouvelle terre, alors qu'au Brésil, ce jeune qui partait, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Todd, d'Emmanuel Todd, sur l'invention de l'Europe. C'était ces jeunes qui étaient issus d'une noblesse, petite noblesse Portugal, Espagne, mais qui n'avaient hérité ni de la terre, ni du titre, parce que ça revenait à l'aîné. Donc il fallait qu'ils aillent chercher la richesse, la réussite ailleurs. Et c'était une sorte de revanche aussi. Donc c'était avec cet esprit, je vais y aller, je vais réussir, et je vais rentrer à Lisbonne, et je vais montrer à tout le monde que je réussis. Et donc, ils sont arrivés un peu avec... ils sont arrivés, donc c'était des hommes. Donc, évidemment, dès qu'ils sont arrivés, ils se sont mis avec les autochtones et par la suite avec les esclaves africaines. Ils ont fait pas mal d'enfants. Et ensuite, ils repartaient. Donc, se trouve que la plupart du peuple, c'était un peuple bâtard. Hein, parce que vous imaginez bien, normalement, et un Mexicain me l'a confirmé aussi, au Mexique, nous sommes un peuple métis et bâtard parce que nos mères nous détestent parce qu'elles ont été violées et nos pères nous ont abandonnés parce qu'ils sont rentrés en Europe. Donc c'est quand même un enjeu très compliqué, cette valorisation de l'identité. Hein, je sais que dans des pays, ce n'est pas le cas du Brésil, mais au Mexique, par exemple, dès qu'on a des traits indigènes, en Équateur, on a des visages avec des traits indigènes, on souffre dans la société de vraies discriminations. Hein, on voulait toujours ressembler à ces Européens. Et le Brésil n'était pas une exception. On avait les yeux tournés vers l'Europe jusqu'au début de cette décennie où, en 2002, hein, ça a commencé en 2002 avec la Coupe du Monde 2002, parce qu'en 98, vous savez très bien, et d'ailleurs je vous le conseille, si vous y allez, évitez le sujet, parce que vous allez rentrer dans une espèce de discussion interminable sur comment Nike a suborné Ronaldo pour que la coupe soit vendue aux Français. Bon, voilà, enfin bref. Voilà, donc c'est ce phénomène de travailler cette identité, de valoriser son identité, ça a commencé en 2002 et là ça se concrétise dans cette demande de séminaires, qui sommes-nous, quels sont nos atouts, voilà, de réflexion des Brésiliens sur eux-mêmes, sur la brésilité. Voilà, merci. Et je me souviens, je voulais juste dire que quand je faisais ma thèse, c'était Arcelor. Et à l'époque, mon échantillon était complètement européen. Et tout de suite, quand j'avais interviewé des Belges qui travaillaient à Arbed, ancienne composante d'Arcelor, tout de suite, je me suis rendu compte avec mon directeur de thèse qu'il fallait diviser les Belges en wallons et flamands. Parce que quand on demandait aux Flamands, enfin aux Belges, quelle nationalité êtes-vous, etc., la réponse était Flemish. Donc je pense que c'est quelque chose quand même qui vient du côté flamand, non, Y a-t-il d'autres questions? Nous avons fait le tour de la mondialisation. Des identités. Plaisir de vous remercier. Ah bah écoutez, oui, merci infiniment pour vos exposés et la clarté de vos propos dans nos échanges. Merci, ça nous a, je crois, beaucoup élargi. Et merci à Sébastien qui a débuté cette année. Et juste pour finir, parce que on devient chinois, alors j'en aurai pas pour tout le monde, mais j'ai des super posters dédicacés de la championne. Donc ceux qui sont vraiment férus de ski, je peux vous les offrir. Voilà. Le dîner, il est à 8h. Voilà. Le dîner est à 20h. Et demain, vous savez que vous devez libérer vos chambres, etc. Et donc, c'est la récompense du mercredi, puisque vous avez été sage lundi, mardi. On ne commencera qu'à 9h.